Le tétrahydrocannabinol ou l'opium n'a aucune commune mesure avec ce qui est libéré dans le cerveau. Ça, c'est le premier niveau. Et puis le deuxième niveau, c'est la localisation. C'est-à-dire que les produits en question, dans le cerveau, ne sont libérés qu'à un endroit extrêmement précis, au niveau de la synapse et au niveau d'une zone qui a une dimension infiniment petite. Alors que lorsque vous le prenez, que vous l'ingérez, l'ensemble du cerveau est pris par le produit. Et donc tous les sites sont simultanément stimulés. Isso aí. Muito louco. Só. Isso aí. Pode crer. La seule chose qui va faire les pétards, c'est induire une activation du système cannabinoïde endogène. Donc, toutes les réponses que le système cannabinoïde endogène contrôle vont être activées. Sous l'effet du cannabis, les fumeurs deviennent euphoriques. Certaines douleurs et angoisses se dissipent, la sensibilité aux couleurs et aux sons est affûtée. La mémoire des événements récents s'amoindrit, les mouvements se ralentissent, l'appétit est stimulé. Des effets dont l'intensité est sans comparaison avec celle de la cocaïne ou de l'héroïne, et qui valent au cannabis l'appellation de drogue douce. Il n'y a pas d'effet physique gravissime, enfin très important du cannabis, qui fait que tout le monde peut dire ouais, c'est pas si grave que ça. Il y a un effet psychotrope qui existe mais qui n'est pas dramatique non plus. Donc il peut y avoir des défenseurs du cannabis comme il peut y avoir des attaquants du cannabis. Donc c'est un sujet parfait pour s'engueuler. C'est un sujet parfait pour ne pas être d'accord, puisque vous pouvez être des deux côtés et pratiquement les deux côtés ont toujours un peu raison. Le cannabis commence à se diffuser en Europe au début du 19e siècle. Dans les années 1850, à Paris, le club des Hachichins réunit notamment les écrivains Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Gérard de Nerval ou encore les peintres Honoré Daumier et Eugène Delacroix. La consommation populaire de cannabis commence véritablement au début du XXe siècle aux États-Unis et dans les pays proches du Mexique. Dans les années 30, les pays occidentaux interdisent le cannabis. Des films de propagande mettent en garde les familles. La marijuana est qualifiée d'assassin de la jeunesse. Mais les milieux du jazz, les artistes et les poètes de la Beat Generation préconisent ouvertement son usage. Et c'est avec le mouvement hippie, au milieu des années 60, qu'une véritable explosion de la consommation chez les jeunes a lieu aux États-Unis, puis en Europe. Le cannabis devient la drogue du love and peace. À la fin des années 60, les chansons de Bob Marley et le mouvement Rasta revendiquent l'usage de la ganja, le nom jamaïcain de la marijuana. Herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone who call themselves governments and this and that? Why them say you must not use the herb? You see? And we check that and we can't find, we just see them just say, no, you must use it because it make you rebel. On estime que 4% de la population mondiale fume du cannabis. Afin de mieux cerner ce phénomène, le ministère fédéral allemand de la Santé publique
a chargé Dieter Kleiber d'interroger près de 1500 consommateurs. Parmi les consommateurs réguliers, il apparaît que se détachent de façon relativement nette 3 sous-groupes qui rendent possible une classification. Und die sich inhaltlich wiederum in der Art des Konsums und der Konsummodalitäten differenzieren. Da gibt es zum einen eine Gruppe, il y a d'abord un groupe qu'on appelle les consommateurs individuels qui consomment du cannabis pour se détendre après une journée de travail, la plupart du temps seuls, tout en écoutant de la musique ou en lisant, etc. Ce premier groupe se distingue nettement de ce qu'on appelle les usagers du temps libre, qui consomment assez fréquemment, entre autres au cours de fêtes, dans des discothèques, mais uniquement en compagnie d'autres personnes et jamais lorsqu'ils sont seuls. Mais le groupe le plus intéressant était le troisième, ceux qu'on appelle les consommateurs chroniques et de longue durée. Ceux-ci, non seulement ont commencé à l'âge le plus précoce, mais ils sont généralement plus jeunes et leur taux de dépendance est le plus élevé, avec 28%. En conclusion, il nous semble que la dépendance chez les consommateurs de cannabis peut prendre la forme d'une dépendance psychique. Cependant, si l'on compare les chiffres, c'est assez exceptionnel, puisque cela concerne 1 à 2% de l'ensemble du groupe de consommateurs de cannabis. Et surtout, ce groupe déjà vulnérable, qui a connu auparavant des problèmes d'adaptation, des problèmes psychiques. Dépendance. Le grand mot est lâché. Or, le cannabis possède un point commun avec toutes les drogues. Il provoque dans le cerveau une élévation de dopamine, un neurotransmetteur qui est impliqué dans la sensation de plaisir. Apparemment, la simple perspective de prendre des drogues cannabinoïdes stimule l'émission de dopamine, la sécrétion de cellules de dopamine. Les terminaisons qui débouchent dans le noyau accumbens provoquent une sécrétion de dopamine. C'est important parce que le noyau accumbens est une zone du cerveau qui participe à la canalisation de notre désir pour la nourriture ou la drogue. La stimulation de la dopamine et l'activation des récepteurs de la dopamine dans cette zone pourraient stimuler une appétence pour la drogue. Au laboratoire de Raphaël Maldonado, on teste les propriétés renforçantes du cannabis chez les souris. En clair, cette expérience permet de voir si les souris aiment le cannabis et peuvent développer une dépendance. Nous plaçons les souris dans une boîte à 2 compartiments. Dans un premier temps, nous les laissons explorer librement. Ensuite, nous leur injectons de la drogue dans le compartiment noir et une solution saline dans le compartiment blanc.